Merci d'être avec nous sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Principal sujet à la une de l'actualité à Kampala, la cérémonie marquant la signature de la fin des pourparlers entre la République démocratique du Congo et la rébellion du M23 n'a plus eu lieu ce lundi. La partie gouvernementale n'est pas entrée dans la salle. Le document lui présenté pose un problème au niveau de la nomenclature. La facilitation a présenté un document portant sur un accord de paix, alors que pour Kinshasa, il n'est pas question d'accord, mais plutôt d'une déclaration de cessation de rébellion du M23. La délégation congolaise exige donc un changement du titre de ce document. Et pour en parler dans ce journal, nous recevons sur ce plateau un invité, Samuel Monga. Alors, il y a quand même un petit couac au niveau de concept, déclaration finale et accord de principe, accord cadre, accord de paix. Où est-ce que ça cloche un tout petit peu, à votre avis? Qu'est-ce qu'il faut-il dire? Deux choses importantes à relever. D'abord, nous sommes dans une configuration de dialogue, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel équilibre sur terrain qui se manifeste évidemment dans les stratégies entreprises par les uns et les autres. Aujourd'hui, le gouvernement congolais n'est plus cet état post-conflictuel, post-conflit au sens le plus strict, c'est-à-dire ayant une armée incapable d'exercer ses prérogatives régaliennes. On l'a vu dernièrement, la RDC est capable de pouvoir maintenir l'ordre sur son territoire et donc de neutraliser les forces négatives. Deuxièmement, qu'il s'agisse d'accords, qu'il s'agisse de pactes, qu'il s'agisse de protocoles, de mémorandums. Mais il y a quand même une nuance à établir. Bien sûr, nous sommes en droit international. L'attention est surtout portée sur la substance. Alors, s'agissant de la substance... La substance, c'est laquelle, à votre avis? Si nous parlons de la substance, nous faisons évidemment allusion aux questions qui sont les plus sensibles pour le gouvernement congolais. Il est question, par exemple, de toute la problématique de la réinsertion, de la réintégration, et bien sûr de l'amnistie. Lorsqu'on parle d'amnistie, on fait évidemment allusion à toute la mécanique de la justice internationale ou la justice pénale qui doit être mise en branle. Et on sait très bien que les personnes visées par les lois qu'elles ont elles-mêmes violées en commettant des actes atroces sont loin de pouvoir jouir tranquillement de ce qu'elles ont pu amasser. Notamment les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Le génocide, etc. Donc c'est un problème sérieux qui nécessite qu'on en discute. Mais la position du gouvernement congolais est correcte? Pas d'amnistie. De refuser d'amnistier les criminels poursuivis pour des faits graves réprimés par le droit international humanitaire, cela se conçoit bien évidemment. S'agissant de la question de la réinsertion et de l'intégration, nous sommes en plein dans le DDR. Et c'est très important. On l'a vu sous d'autres cieux, par exemple en Côte d'Ivoire. Chaque fois que ce processus de réinsertion, d'intégration d'anciens miliciens a connu une faillite, eh bien, on retombait dans un cercle vicieux d'un conflit perpétuel. Chose évidemment que les uns et les autres, en tout cas le gouvernement et la communauté internationale, souhaitent bien évidemment éviter. Dernière question, M. Samuel Monga. Alors pourquoi la communauté internationale insiste-t-elle sur les mots, sur l'accord de paix au lieu d'une déclaration officielle, à votre avis? Je voudrais voir les choses autrement. Nous sommes en fait en présence de deux paradigmes en conflit, si vous voulez. Le paradigme de négociation et le paradigme de confrontation et de la force. Tout en reconnaissant la bravoure et le succès de nos FARDC qui ont suscité beaucoup de fierté, non seulement dans notre pays mais aussi à l'extérieur, il faut se mettre à l'évidence que la véritable logique qui sous-tend tout le processus depuis le début, c'est celle de la négociation. Ainsi, l'on comprendra assez aisément que la communauté internationale, à plusieurs reprises, a parlé d'une solution politique pour aboutir à un règlement durable de la question de l'Est. À mon sens, ce qui est important pour le gouvernement congolais, c'est évidemment de préserver son intérêt, ses intérêts liés à sa souveraineté. Vu sa position de force. Vu sa position de force, et de traduire dans sa prise de position le nouvel équilibre ainsi créé sur place. Merci Samuel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes juriste et analyste politique. Je vous en prie. À la primature, le rendez-vous hebdomadaire a été respecté. Autour du chef du gouvernement Matata Ponyo, les différents membres de la Troïka stratégique ont fait le point sur la situation économique et financière du pays. À moins d'un mois de la fin de l'année, le constat
est plutôt positif concernant surtout la bonne tenue de l'économie nationale. On écoute à ce sujet le vice-premier ministre, ministre du Budget, Daniel Mukoko-Samba. Pas de questions particulières, sinon un constat sur la bonne tenue de l'économie nationale, à la fois en ce qui concerne l'économie réelle, c'est-à-dire la production, qui indique d'ailleurs que à fin septembre, le taux de croissance peut être estimé à 8,1%, ce qui nous rapproche de plus en plus de l'objectif de 8,2% pour 2013. Et au vu de l'évolution de la production, notamment dans le secteur minier, nous avons ferme espoir qu'on atteindra ce taux de 8,2% à fin décembre 2013. On constate aussi qu'à moins de 2 mois de la fin de l'année, les prix restent relativement stables et donc nous aurons certainement terminé cette année avec un taux d'inflation général qui ne dépassera pas 1%, ce qui est quand même un résultat extrêmement favorable. Et la baisse de prix de produits de première nécessité constitue toujours une priorité pour le gouvernement congolais. Après les grandes décisions, le ministre de l'économie est descendu sur terrain pour un constat général. Jean-Paul Nemoyato a rencontré les grossistes, notamment Congo Futur, avec qui il s'est entretenu longuement et sérieusement à ce sujet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les nouvelles du gouvernement, toujours au ministère de la fonction publique, on s'attelle à matérialiser l'engagement vers les réformes profondes dans l'appareil étatique. C'est dans cette optique que se réunissent depuis ce lundi à Kinshasa des experts du ministère de la fonction publique et ceux du gouvernement provinciaux. Ils réfléchissent sur l'identification biométrique prochaine des agents et fonctionnaires de l'administration publique. En RDC, comme le chef de l'État l'a toujours voulu et le gouvernement y travaille, l'objectif est de quitter le sous-développement vers une nation émergente d'ici à l'horizon 2030. Un développement attendu par tout un peuple qui palpe tout de même du doigt les premières réalisations sous l'impulsion du président de la République. Et au nombre de réalisations attendues figure la réforme de l'administration publique. Une réforme qui en cours évolue petit à petit à l'exemple des initiatives du ministre actuel, dont celle-ci en organisant des assises qui visent le lancement dans les jours à venir des opérations d'identification biométrique des effectifs des secteurs décentralisés. Avec le recensement manuel, on ne pouvait pas facilement détecter les doublons, bien gérer les statistiques et bien gérer aussi les données. Ici, ils sont concernés les provinces du Bandundu, du Katanga, du Kasaï occidental et du Sud Kivu. Ces assises sont de haute portée pour l'avenir de la décentralisation administrative de la RDC, d'où l'importance accordée à la chose par la tutelle. Nous avons commencé un peu plus tard en 2006 avec un recensement biométrique, c'est-à-dire en prenant les empreintes digitales, la photo et beaucoup plus de données que nous ne pouvons pas prendre manuellement, dans le but de mieux gérer les agents et fonctionnaires de l'État dans un circuit intégré de gestion des ressources humaines. Dans le pays, la gestion des affaires publiques souffre de dysfonctionnements profonds. Lors de son allocution d'ouverture, le ministre l'a reconnu. Mais il compte sur l'aboutissement de la décentralisation, seule voie pouvant permettre à l'avenir au pays une bonne gestion des affaires publiques en général et des affaires locales en particulier. Coup de pouce dans le secteur du cadastre foncier. Au total, 229 lauréats ont obtenu ce lundi leur brevet de formation sur la géométrie à l'École nationale du cadastre titre immobilier de Kinshasa pour l'année académique 2012-2013. C'est le ministre des Affaires foncières, le professeur Robert Mwinga, qui a procédé à titre symbolique à cette remise auprès de 10 lauréats. Ces nouveaux lauréats viennent s'ajouter dans la gestion du patrimoine foncier en RDC. Monsieur le secrétaire général, nous venons de remettre ce jour les brevets à ces heureux lauréats arpenteurs que je mets à votre disposition pour leur utilisation efficiente au sein des équipes des techniciens de notre administration foncière. Il s'agit de la 24e session
Après l'étape théorique de la formation, place à présent à la vie pratique. Je suis aujourd'hui technicien du cadastre. Mon souci, c'est de rompre tous les conflits qui se créent sur le terrain, afin que la terre qui est gérée par le ministère des Affaires foncières, que les acquéreurs de cette terre puissent se retrouver en paix sans problème. Nous avons l'obligation d'éclaircir, n'est-ce pas, notamment sur la loi foncière, et comment l'obtention, n'est-ce pas, des documents au niveau du cadastre. Créée en 1963, l'École nationale du cadastre titres immobiliers rencontre en ce jour plusieurs difficultés. Malgré son expertise, elle est butée à un problème sérieux de matériel didactique de base, conformément à la nouvelle technologie. Pour répondre à cette préoccupation, le ministre Mbouinga a promis d'ajouter le matériel nécessaire afin de procurer à l'ENAC les atouts meilleurs pour son fonctionnement. Et pour couronner le tout, c'est la signature du livre d'or qui a clôturé cette cérémonie officielle de remise de brevet pour l'année académique 2012-2013. La Fondation OSIS a lancé une session de formation des organisations de la société civile et des médias sur le suivi des accords internationaux en matière de lutte contre la corruption. Cette formation vise à renforcer les capacités des acteurs de la société civile congolaise, mais aussi des acteurs de médias sur la lutte contre la corruption, parce que l'année prochaine est censée avoir lieu à Kinshasa la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption. En ratifiant des traités internationaux en matière de lutte contre la corruption, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption, la RDC s'est engagée à combattre ces fléaux des siècles. Mais les retombées de ces efforts en termes d'éradication de la corruption se font encore attendre. L'objectif de ce séminaire, c'est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile congolaise, ceux-ci compris des hommes et des femmes actifs au sein des ONG, mais aussi les acteurs des médias, sur la lutte contre la corruption. Ceci vient du fait que nous avons constaté, après évaluation avec nos partenaires, qu'il y avait plusieurs faiblesses sur le plan technique, sur le plan professionnel, dans le domaine de la lutte contre la corruption, et il est ressorti de ces évaluations qu'il était important d'avoir une formation de ce type-là. Cette formation qu'organise la Fondation OSISA vient d'une première évaluation menée avec la société civile et qui a recommandé les renforcements des capacités de ces acteurs. Mais le problème se pose au niveau de l'application de ces documents-là que la République démocratique du Congo a ratifiés. Je pense que le problème se pose au niveau de l'État. Bien que certaines personnes disent que les responsabilités sont partagées, on peut dans une certaine mesure croire. Nous pouvons être formés, c'est vrai, mais le temps, le tempo, comme on dit, doit être donné au niveau de l'autorité qui dirige au quotidien les affaires du pays. La lutte s'annonce rude, mais pour la Fondation OSISA, c'est d'abord la volonté manifeste de mettre en place des mécanismes pour combattre le paradoxe existant entre les immenses richesses du pays et la pauvreté de la population en général. L'actualité dans le monde, heures ont perturbé les célébrations de l'armistice du 11 novembre ce lundi en France. 70 personnes ont été interpellées sur les Champs-Élysées où le président français François Hollande a été hué. Certains dénoncent une instrumentalisation de cette cérémonie officielle. Les cérémonies du 11 novembre qui lancent les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale ont été ponctuées de violences lundi matin. 70 personnes, militants d'extrême droite et bonnets rouges, soutenant le mouvement contre l'écotaxe, ont été interpellés sur les Champs-Élysées où François Hollande a été hué. Des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants, dont certains ont scandé « Hollande démission », « Dictature socialiste » ou « Hollande, ta loi, on n'en veut pas », un slogan entendu lors des manifestations des opposants au mariage homosexuel. Pour le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, ces événements sont inacceptables, insupportables. On ne peut pas ainsi mettre en cause la mémoire de ceux qui sont morts pour la France. La cérémonie s'est néanmoins poursuivie. Après l'hommage à Georges Clemenceau et celui aux soldats inconnus à l'Arc de Triomphe, le président s'est rendu à Oyonnax, dans l'Aisne, pour un hommage croisé aux combattants de 1914-1918 et aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Le 11 novembre 1943, environ 200 maquisards de l'Aisne et du Haut-Jura avaient défilé, drapeau tricolore en tête, jusqu'au monument aux morts de la ville, pour y déposer une gerbe portant l'inscription « Les vainqueurs de demain » à ceux de 14-18.
On va se quitter avec 2 communiqués. Le premier est du parti Lumumbiste Unifié. Vu la déclaration du bureau politique du 28 août 1964 portant création du parti, vu le règlement intérieur du parti, vu la réforme des structures politiques du parti,